Also, very rarely the filmmakers acknowledge the pure whoring nature of releasing multiple DVDs and other versions of X-Men or whatnot. You know, it's like these. But that's why I figure if you're going to do the disc, initially I was apprehensive about doing this because I posturing my attorneys about money and things. But the reality is that my concern was that it was just being put out, and then, you know, Rob's involvement and the care that, you know, it makes it kind of worthwhile. Bonjour et bienvenue dans ce second numéro de DVD à mort, entièrement consacré aux 3 éditions collector les plus monstrueuses du moment. 3 films cultes à leur manière, qui ressortent soit sous forme de Director's Cut, soit avec une tonne de scènes coupées et de suppléments que nous attendions depuis des lustres. Un événement certes agréable, mais qui ne doit pas cacher l'abus grandissant des éditeurs qui, comme par hasard, retrouvent tous les 6 mois dans leur grenier un bout de pellicule justifiant de réédition onéreuse. Heureusement, les films que j'ai sélectionnés pour vous cette semaine méritent amplement leur appellation collector. Au programme donc, le film d'action quasi définitif de John McTiernan, à la fois réflexion absolue sur le genre et œuvre totalement tripante. Un polar sympatoche un polar sympatoche mais pas transcendantal de Bryan Singer, futur réalisateur de X-Men. C'est bien X-Men, moi j'aime bien. He kills their kids, he kills their wives, he kills their parents and their parents' friends. He burns down the houses they live in and the stores they work in. He kills people that owe them money. And like that, he's gone. Et enfin, pour mon plus grand plaisir, le Director's Cut du premier film d'une saga inspirée d'une série de télévision culte que seule la France dénigre avec une arrogance que je ne comprends toujours pas. Gene wanted to talk. He wanted to find someone intelligent out there to go ahead and talk to. And so he found him. He found the audience, which is something the networks never counted on, that these people could actually, you know, have intelligence. Bref, 3 films qui ont marqué leur temps et que les éditeurs ont su, pour une fois, traiter comme tels. Mais sans plus attendre, partons découvrir un New York filmé comme si 2 tours venaient de s'effondrer, dans le film le plus viscéral mais aussi le plus réflexif de John McTiernan. Je parle bien sûr, je ne l'ai pas entre les mains, de Die Hard with a Vengeance, alias Une journée en enfer, où Bruce Willis endosse une nouvelle fois le Marcel de John McClane, le seul anti-héros pur et dur qui a survécu aux années Reagan. À sa sortie, Une journée en enfer fut une véritable claque dans ta face. Tout d'abord parce que McTiernan reprenait les rênes d'une saga dont le premier épisode révolutionna en 1988 le cinéma d'action américain, mais surtout parce que faisant suite au métatextuel Last Action Hero, McTiernan développait avec maturité et de façon jusqu'au boutiste une nouvelle manière d'appréhender la mise en scène du film d'action. Pensée caméra à l'épaule, décrivant un univers réaliste bien éloigné des cartes postales californiennes qui au même moment marquaient l'avènement du duo Michael Bay-Jerry Bruckheimer avec Bad Boys, Die Hard 3 peut être considéré comme le premier film d'action mettant en branle les arcanes du genre. Des personnages désabusés, des décors naturels où enfin le monde est décrit tel qu'il est, avec ses travailleurs, ses ouvriers, la banalité de son quotidien, et une mise en scène quasi documentaire, s'interrogeant davantage sur la confrontation du mythe au réel que sur la progression narrative. En cela, la question fondamentale de Last Action Hero, ou comment la société accepterait une icône si elle venait à être réelle, ou plus philosophiquement, dans quelle mesure les croyances mythologiques conditionnent notre libre arbitre, se transforme ici en véritable acte de résistance. Tu m'étonnes! Film indispensable, Die Hard 3 fut pourtant mutilé à sa sortie, puisqu'une fin pyrotechnique sans enjeu a remplacé le final prévu par le jeune scénariste Hensley, dans lequel Gruber et McClane se retrouvaient en écho à la confrontation mythique du premier opus, pour boucler la boucle en quelque sorte. Une fin alternative fabuleuse qui, pour la première fois, est présentée en DVD. Ajoutez à cela le commentaire audio toujours aussi fascinant de McTiernan, quelques docu-promos, une analyse des effets spéciaux, un master excellent, les storyboards, et vous obtenez une des rares éditions collector à posséder absolument. Pour une fois, MGM, qui s'était un petit peu foutu de notre gueule avec des éditions pseudo-collector comme celle de Raging Bull,
nous offre ici l'ultimate spécial de la mort qui tue avec l'intéressant, montre le jet, avec l'intéressant Usual Suspect de Bryan Singer, polar à la mise en scène léchée et au scénario complexe, dont le seul projet, un peu limité, reconnaissons-le, était de piéger le spectateur par un final manipulateur et roublard. Si le film reste par moments laborieux, le DVD quant à lui décortique de façon exemplaire le projet, de ses origines à son statut d'œuvre culte. A remarquer d'ailleurs que ce statut est souvent acquis par des œuvres qui prouvent au spectateur son incapacité à décoder le langage cinématographique. Ça laisse songeur, mais peu importe, on s'en balance, puisqu'ici, le DVD enterre presque le film, dont ses suppléments sont aussi riches que sincères. En effet, avec les éditions spéciales des Rivières pourpres et de Robocop, Usual Suspects est sans doute le DVD où les intervenants avouent sans embâge leurs doutes, leurs regrets, les galères de tournage, les inimitiés, voire même les haines tenaces, comme en témoignent les insultes que s'envoient respectivement Stephen Baldwin et Kevin Pollak. Grâce aux commentaires audio de Bryan Singer, du scénariste Christopher McQuarrie et du compositeur John Ottman, aux 3 documentaires, aux bêtisiers, aux scènes coupées et aux interviews, vous allez littéralement plonger dans les entrailles d'Usual Suspects avec l'envie incessante de revoir le film. Un DVD qui réussit cette prouesse supporte-t-il pour cela un chef-d'œuvre ou un navet, mérite a fortiori notre intérêt. Deal? Deal, boys? Give me your kids, you butt motherfucker! Number 2, step forward. Give me the fucking keys, you fucking cocksucker motherfucker! When he did that, we all cracked up because it was just so funny. How many keys, you cocksucker? All I remember is that someone farted, and no one knew. No one knew it was the guilty party, you know. In English, please. Excuse me? In English. The now Academy Award-winning Benicio del Toro farted like 12 takes in a row. And we could not stop laughing, even when he stopped finally. It wasn't the words, really, that were emoting from this now Academy Award-winning actor, as much as it was the gas that was escaping from his ass. How many fucking keys, you cocksucker? What the fuck? Number 4, step forward. It was bullshit. That just literally opened the floodgates, and then Stephen went and I went, and we all laughed, and then we tried to control ourselves, and then we cut, and then we started again, and it happened again, and it happened all morning. Shut up, you fuck God! Shut up! I think Gabriel is the one who gave you this feeling that he was the most serious of them all. When he cracked up, I knew we were like in trouble. When Gabriel would crack up, it was just like, this is going south. We're not going to get one take here, because if he's cracking up, I'm not going to be able to stop it. I have such happy memories of The Usual Suspects, both for the work that we did, and also for the time in between the work, because all I remember is laughing all the way through the movie. I can't tell you how many times I heard Gabriel say, after we would screw up a particular shot, "You fucking guys, you know." Shut up! Can we just do this now? Fuck. For Christ's sake. And then he'd laugh uncontrollably. Shut up, you... Star Trek, to those of us in it, has become a way of life. I'm very proud of Star Trek. I think it was an amazing piece of entertainment. When I got this part, people said to me, you know, Star Trek is going to be in your life now for your whole life. Et pour finir, bien que je me sente un petit peu seul sur ce coup-là, j'ai l'immense honneur, que dis-je, le privilège, les larmes à l'œil, de vous présenter le Director's Cut que j'attendais avant même l'existence du DVD et qui représente à mes yeux la quintessence d'un travail d'orfèvre. Vous ne rêvez pas, je parle bien sûr du seul, de l'unique, sonnez les trompettes, Star Trek, The Movie, The Director's Cut, The Movie Shade. Une œuvre phare, visionnaire, qui certes n'intéresse que moi en France, mais qui a droit, et c'est un fait suffisamment rare pour être souligné, à une véritable édition collector en zone 2. Bien sûr, celle-ci est strictement identique à la zone 1, mais a le mérite d'exister,
Ce qui, au regard des vicissitudes qu'a connues la franchise Star Trek en France, n'était pas gagné d'avance. Faites donc acte de résistance face aux clones inhumains d'un George Lucas ou aux prouesses à la vacuité cosmique d'un Jerry Bruckheimer et courez découvrir ce grand film de science-fiction à la fois touchant, complexe, intelligent, qui bénéficie désormais d'un director's cut incroyable, proposant non seulement des scènes inédites, mais aussi des effets spéciaux et une bande-son retravaillée, le tout sous la supervision de Robert Wise lui-même. Et si je vous dis que le DVD contient en outre 3 documentaires, 16 scènes coupées, les commentaires audio de Robert Wise, de Douglas Trumbull, de Michael Okuda, de John Dykstra et de Jerry Goldsmith, vous vous dites sans doute que je suis devenu l'attaché de presse de Spock, du Capitaine Kirk ou de Jean-Luc Picard. Et vous aurez raison. Mais pour une fois que quelqu'un défonce Star Trek à la télévision française, vous n'allez quand même pas me bâillonner, m'enfermer, m'extraler, m'envoyer à Marignane. Non, je ne me tairai pas. Star Trek, c'est de la balle intergalactique, c'est cosmique, c'est génial, c'est fantastique. Il faut regarder Star Trek. One of the things that bothered me about the Vulcan shot, we see the clip of Spock right before the second matte painting, where he's covering his face from the sun. And then we cut to the next shot. Not only is there's no sun, there's no sky. We can't tell what we're looking at. But now we have not only the sun, we have the beautiful orange sky, we have the craggy peaks on Vulcan and this ancient temple and these gorgeous statues, which were all planned for in earlier storyboards, and we have them. And all these shots are based on existing storyboards. Well, actually, the entire set was created in 3D, and just that allowed us for movement, so we can move statues around and tweak things and adjust things for lighting and whatnot. And there was a digital Spock for, there's a long shot where Spock walks up to the statues. Dave Morton created CGI Spock, and he also created a CGI planet. We blended a lot of elements, Dave and I. He did, I'd say, 90% of the work, though, because it's awesome, of the Vulcan planet. The CG Spock was kind of a hard sell, because until you see it, you never believe that you could pull it off and have it be able to cut with a real-life character. Voilà, DVD à mort, c'est terminé. Passe-moi les DVD, mon petit gars, and the gun. Presque aussi bien. Rendez-vous donc la semaine prochaine, vendredi 20h30 sur Allociné Info pour de nouvelles aventures de l'émission qui ne vous dit pas tout ce qu'elle pense, mais qui n'en pense pas moins. Sur ce, je vous laisse avec John McClane et son pote Gruber, parce qu'ils font un petit jeu sympathique avec des lance-roquettes. Yippee-ki-motherfucker.